Pour Lucas, tout a commencé comme un jeu. À 20 ans, il avait trouvé un refuge dont personne ne connaissait l'existence. Ses rêves. Chaque nuit, il s'entraînait. Il notait tout dans un journal gondolé par l'encre et les espoirs. Répétait ses petits tests absurdes en pleine journée. Regardait sa montre 2 fois d'affilée, car l'heure n'est jamais 2 fois la même dans les rêves. Regardait ses mains, car elles sont souvent étranges dans les rêves. Jusqu'à ce qu'un soir, enfin, le doute se brise. Il rêvait et il le savait. Ses premiers rêves lucides étaient fragiles. Il perdait le contrôle, le paysage était neutre. Le décor tremblait, tout se brouillait au moindre battement de cœur. Mais avec le temps, Lucas avait appris à tout stabiliser. Et alors, tout devenait possible. Il volait au-dessus des rues, façonnait des mondes irréels, des nuits entières où il était enfin maître de tout. Tout, sauf d'elle, Anna. Elle était assise de rang devant lui en philosophie. Elle avait une façon de se concentrer qui arrêtait le temps. Lucas la regardait en silence, incapable d'avancer vers elle dans la vraie vie. Alors il avait essayé de la mener dans ses rêves. Mais dès que son émotion montait trop haut, tout se fissurait. Parfois la fille apparaissait floue, différente. Parfois elle disparaissait d'un claquement de doigts, comme si le rêve refusait sa présence. Et lui, chaque échec l'enfermait un peu plus dans ces nuits qu'il contrôlait, mais qui lui échappaient aussi. Un matin, pendant le cours de philosophie, il l'a observée plus longtemps que d'habitude. Et c'est à ce moment-là que le professeur a dit une phrase qui l'a traversé comme un avertissement. Tomber amoureux commence souvent bien avant la rencontre des corps. C'est d'abord un dialogue silencieux entre deux confiances. Ce jour-là, Lucas n'a pas su pourquoi, mais quelque chose, au fond de lui, s'est mis à trembler, comme si ses rêves s'apprêtaient à lui répondre. Cette nuit-là, Lucas s'endormit avec une seule idée en tête, Anna. Et à peine le rêve prit forme que tout se mit à dériver. Le décor sembla s'embraser et il se retrouva debout sur des nuages mouvants. Les couleurs pulsaient, changeaient d'une seconde à l'autre. Les lumières vacillaient comme des lanternes sous la tempête. Il savait qu'il rêvait, mais quelque chose ne tournait pas rond. Le rêve lui obéissait, oui, mais d'une manière instable, imprévisible, presque vivante. Puis il l'aperçut, Anna, au loin. Instantanément, son cœur s'emballa. Il se mit à courir, mais à chaque pas, le sol se tordait, l'oppressait, le faisait paniquer. En un clignement d'œil, il n'était plus dans le ciel, mais dans une forêt, une hache dans ses mains, une tenue de bûcheron sur son dos et une barbe épaisse. Et juste devant lui, Anna, si réelle qu'il en oublia de respirer. Elle observait une rivière limpide. Il s'approcha. Quand elle se retourna, le monde sembla s'arrêter. Elle paraissait si réelle, si belle. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix douce. Lucas balbutia, hésita, puis, instinctivement, tenta de reprendre son apparence normale. L'instant même où son visage changea, tout bascula. La forêt se noircit, le sol se craquela, des flammes s'élevèrent des ombres, un guerrier vêtu de noir surgit, silencieux, et sans un mot, planta sa lame dans le ventre de Lucas. Il se réveilla dans un cri, trempé de sueur, le cœur battant à rompre, les mains tremblantes, et il écrivit tout dans son journal. Il n'avait aucune explication, aucun repère. Ce rêve n'était pas comme les autres. Et malgré la peur, il savait une chose. Il voulait y retourner. Les nuits suivantes furent un supplice. Lucas voulait retourner là-bas, dans ce rêve impossible, dans cette forêt trop réelle, près d'Anna. Mais chaque tentative échouait. Il parcourait son monde onirique, la cherchant partout, en essayant de recréer les nuages changeants. Rien. À chaque fois, il se retrouvait dans des décors familiers, sans aucune profondeur. Et certaines nuits, la colère le réveillait en sursaut, comme expulsé de son propre esprit. Il tenta de faire réapparaître Anna, mais elle revenait comme avant, floue, difforme, instable, une illusion cassée. Il se sentit seul, ridicule, impuissant. Alors il pensa au guerrier, à la douleur, à l'intensité de ce moment, et il décida de le provoquer. Dans un rêve suivant, un chevalier noir apparut, mais Lucas comprit immédiatement que ce n'était pas le même. Celui-ci n'avait rien de réel, juste un mannequin de son imagination. Il le vainquit d'un geste et le corps tomba comme une marionnette vide. Pourtant, quelque chose dans cette victoire inutile fit tilt. Comme s'il avait touché un faux mur, comme s'il venait de trouver un passage, ou le souvenir d'un passage. Alors Lucas fit ce qu'il n'avait jamais osé faire. Il détruisit tout. Les montagnes s'effondrèrent, les arbres se brisèrent, le ciel se déchira. Il rasa entièrement son monde onirique, le transformant en une immense plaine blanche, sans horizon, sans repère. Son cœur battait à toute vitesse. Il se persuada que, s'il effaçait tout,
quelque chose d'autre apparaîtrait enfin. Il se propulsa alors vers le ciel, si haut que l'air devenait invisible. Il chercha une porte, une faille, une ombre, rien, le vide absolu. Il retomba furieux et frappa le sol de toutes ses forces. L'impact fit trembler l'espace et une fissure gigantesque s'ouvrit sous ses pieds, avalant la lumière autour de lui. Lucas recula, haletant. Pour la première fois, il se demanda « et si ce qu'il cherchait ne voulait pas être trouvé ?» Le monde de Lucas ne ressemblait plus à rien de ce qu'il connaissait. Ce décor chaotique et dévasté se superposait à un autre rêve, plus ancien, plus profond, comme deux réalités forcées de coexister. Les couleurs vibraient, les formes flottaient, et soudain, au loin, une clairière apparut. Seule, stable. Il s'en approcha. Dès qu'il y entra, tout changea. Les paysages dévastés derrière lui se transformèrent en une vaste prairie mouvante sous le vent. Des montagnes colossales se dressaient à l'horizon, et des rivières scintillantes serpentaient comme des veines de lumière. Et au centre de la clairière, un feu de camp brûlait doucement. Un homme était assis en tailleur devant les flammes, grande barbe blanche, toge simple. Le sage leva les yeux, surpris, puis dit d'une voix calme « Lucas, je t'attendais. » Lucas s'avança, incapable de savoir s'il rêvait encore de lui-même ou s'il venait d'entrer dans quelque chose qui le dépassait totalement. « Tu es dans mon noyau, le cœur de mes rêves. Très peu d'êtres peuvent entrer dans un noyau. Certains passent leur vie à essayer sans jamais franchir la première couche. » Lucas sentit sa gorge se serrer. « Je ne comprends pas. Je voulais juste retrouver Anna. J'ai pensé à elle, très fort, et ensuite je vous ai vu. » Le sage hocha lentement la tête, comme si tout devenait soudain logique pour lui. Alors nos pensées se sont croisées. Je cherche depuis longtemps ceux qui peuvent entrer directement dans le noyau. Et toi, guidé par ton désir de retrouver cette Anna, tu as percé ma défense sans même le vouloir. Lucas recula légèrement, observant la prairie autour de lui. Mais ce n'est pas la première fois que je visite un rêve. J'ai déjà vu celui d'une fille. Une ombre m'en a chassé, une silhouette noire, et j'étais devenu un bûcheron. Le sage leva une main pour apaiser son trouble. Sache ceci, dans un rêve, tu n'as pas de forme fixe. Tu apparais comme ce que le rêveur attend. Toi-même, une ombre, quelqu'un qu'il a oublié. Tu peux changer, oui, mais chaque transformation alerte le gardien. Chaque rêveur possède un gardien, une ombre, un animal, un double. Il protège, il observe, il attaque quand il faut. Si tu l'as vu, cela signifie qu'il t'a toléré au moins un instant. Lucas lève les yeux et vit un immense dragon noir tourner lentement dans le ciel au-dessus d'eux. Pourquoi je peux entrer comme ça? Et pourquoi directement ici, dans votre noyau? Tu as suivi une émotion si pure, si intense qu'elle a servi de clé. Des fois, deux émotions, deux idées, deux visions des choses se croisent et s'emboîtent parfaitement. Alors un passage apparaît. Le sage désigna la prairie d'un geste circulaire. Un rêve possède 3 couches. La première, le rêve superficiel. Des scènes absurdes, des couleurs qui se tordent, la surface, facile à traverser. Sous elle se trouve le rêve émotionnel, les souvenirs réinterprétés, les peurs, les joies profondes. Les lieux y sont trop cohérents, presque réels. C'est là que tu croises le rêveur. Puis il y a le noyau, le cœur du rêve. Retiens une chose, Lucas, il ne faut jamais altérer le noyau. Le sage reprit, le ton devenu presque menaçant. Modifier un souvenir, même légèrement, serait une faute impardonnable. Le gardien surgirait aussitôt. Et si à cet instant le rêveur se réveille, alors toi, tu tomberas dans un coma éternel, coincé entre le monde réel et celui des rêves. C'est pour cela que tu dois partir. À peine la dernière syllabe prononcée, le sage poussa Lucas en arrière. La clairière se liquéfia, tout devint noir. Lucas ouvrit les yeux dans son lit, haletant. Il regarda l'heure, il était en retard pour les cours. En cours de philosophie, Lucas avait du mal à suivre. Son esprit flottait encore dans les restes de son rêve. Mais une phrase prononcée par le professeur le ramena d'un coup à la réalité. Entre deux êtres, l'amour ne s'impose pas. Il se tisse lentement, fil après fil, par des gestes de sincérité. Lucas leva les yeux. Anna souriait doucement, comme si elle attendait cette citation, ou la reconnaissait. Et là, il comprit. Les phrases du professeur avaient déjà été la clé.
Elles avaient dirigé son rêve. Peut-être qu'elles pouvaient l'y ramener. Ce soir-là, il se coucha avant tout le monde, impatient, comme un enfant le matin de Noël. Dans le rêve, il se concentra uniquement sur la phrase, répétée encore, encore, jusqu'à ce que le monde se déchire comme une toile. Il reconnut aussitôt le lit de nuages, les couleurs changeantes, les formes tordues, les lumières tremblantes, la première couche, le rêve superficiel. Plus il avançait, plus les formes ondulaient autour de lui. Plus le gardien, une ombre lointaine, le fixait sans bouger, menaçant, patient. Soudain, Lucas se regarda, il était devenu un vieillard, et le décor s'ouvrit sur une bibliothèque infinie. Des étagères de livres s'entrelaçaient avec des arbres. Le sol était en mousse, le plafond un ciel étoilé. Tout semblait vivant. Puis une voix douce derrière lui dit « Excusez-moi, je recherche un livre. » Il se retourna, à quelques pas de lui, Anna, rayonnante, parfaitement réelle. Il bafouilla, incapable d'aligner 3 mots, puis finit par demander « Quel livre voulez-vous » Elle répondit, mais il ne l'entendit pas, car derrière elle, dans l'ombre des étagères, le gardien apparut, lentement, dos à eux, comme une menace silencieuse. Quand Lucas revint vers Anna, elle lui demande « L'avez-vous celui-ci » Il n'avait rien suivi. Alors, par peur de la décevoir et malgré la présence du gardien, il tenta de contrôler le rêve. Une immense étagère apparut dans un grondement doux. Le gardien ne bougea pas. Lucas tendit un livre à Anna, mais il n'y avait rien d'écrit dessus. Il improvisa. « C'est normal. Il faut imaginer ce qu'il y a dedans. Comme un océan inversé sous un coucher de soleil avec un jeune homme. » Et le monde changea immédiatement. Il sourit, poing serré. Il arrivait à influencer le rêve. Ils se retrouvèrent assis sur un nuage. Le ciel devint un océan infini au-dessus de leur tête. Le sol devint un tapis de nuages. Anna, émerveillée, murmurait « C'est magnifique ». Lucas, lui, ne voyait qu'elle. Il osa demander « Tu aimes la moto ?» Elle rit et dit « Oui ». Et aussitôt une moto apparut sous eux. Ils filèrent sur les nuages, des sauts, des dérapages, des envolées. Puis la moto plongea dans l'océan céleste. Ils traversèrent des bancs de dauphins, frôlèrent des baleines lumineuses. Anna criait de joie. Lucas, lui, vivait le plus beau moment de sa vie. La moto jaillit de l'eau, monta, monta. Le ciel et l'océan se confondirent. Puis ils atteignirent un balcon, suspendu dans l'espace. La moto disparut, mais le rêve tremblait. Anna bougeait trop vite, s'enthousiasmait trop. Elle risquait de se réveiller. « Anna, calme-toi !» Il fit apparaître une harpe. Ses doigts pincèrent les cordes. La musique se répandit dans l'air comme des ondes d'or. Chaque note alluma une étoile, puis 2, puis 20. Le ciel devint un jardin céleste de constellations et de planètes. Anna en avait les yeux brillants. Lucas fit tomber doucement une pluie de pétales de rose qu'il ralentit jusqu'à l'immobilité. Le temps suspendu, la harpe jouant seule. Un moment parfait. Il la regarda, s'approcha lentement. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres quand... Son réveil hurla. Lucas ouvrit les yeux, bondit dans son lit et cria « Youhou !» Il venait de vivre le rêve le plus extraordinaire de sa vie. Les jours passèrent. En cours, Anna restait silencieuse. Elle ne le regardait même pas. La réalité était froide, grise, sans relief. Mais la nuit était un paradis où il n'avait jamais sa propre apparence. Ils visitèrent une cité céleste cachée entre les étoiles et les nuages. Il lui offrit une plume de phénix. Ils apprirent à voler au-dessus des pyramides d'Égypte. Ils plongèrent dans les abysses pour rencontrer des créatures étranges et lumineuses. Ils riaient, ils se rapprochaient, toujours plus. Un soir, ils contemplèrent des chutes d'eau dans une magnifique forêt. Lucas, tremblant, tenta de prendre la main d'Anna. Elle répondit au geste. Mais sa main n'avait aucune chaleur, aucune vie. Un bonheur glacé, une joie fausse, une relation qui n'existait pas vraiment. Et à cet instant, Lucas sentit qu'il était en train de s'attacher à quelqu'un qui n'était peut-être qu'un rêve. La forêt se déchire soudain, ouvrant sur une petite maison de bois gris, rongée par le temps. Anna la traverse sans un mot. Elle franchit le seuil et s'arrête net. Elle devient immobile, figée, comme si quelque chose l'écrasait de l'intérieur. Lucas la rejoint. Une bougie brûle seule dans un coin de la pièce. Sa flamme tremblante. Une couche de poussière grise épaisse recouvrait le sol. Les murs ont perdu leur couleur, rongés jusqu'à l'âme. Lucas avance vers un vase posé sur un meuble. À peine tend-il la main, le gardien surgit. Il ne bondit pas, il ne hurle pas. Il est simplement là, massif, immobile, mais plus menaçant que jamais. Ses yeux sont rivés sur lui.
Lucas avale sa salive. Tente. Je veux juste l'aider. Tu peux... Aucune réponse. Le gardien veille Anna comme une ombre jalouse. Alors Lucas observe la pièce. Lentement, il remarque quelque chose. Un escalier. Mais l'étage n'existe pas. Le haut n'est qu'un noir compact. Une absence totale de lumière. Lucas sent un frisson lui mordre l'échine. Ce lieu n'est pas seulement étrange. Il est blessé. Il est dans le noyau. Celui d'Anna. Un noyau qui porte des cicatrices semblant indélébiles. Sa gorge se serre. Un souffle lui échappe. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Anna bouge, d'abord un pas, puis un autre, et soudain elle court. Lucas n'a même pas le temps d'appeler. Elle traverse la maison, la forêt se tord autour d'elle. Les troncs se déplacent comme pris de panique. Chaque foulée semble avaler un morceau du monde. « Anna, attends !» Elle ne se retourne pas, son visage est ravagé, triste, perdu, méconnaissable. Le décor s'ouvre brusquement, une falaise immense. Le vide avale l'horizon. Lucas comprend. Non, pas ici, pas dans le noyau. Si elle tombe et se réveille brusquement, il restera coincé, oublié. Anna accélère, elle pleure sans bruit, elle va sauter. Alors Lucas brise le temps, tout ralentit. La poussière flotte dans l'air comme des étoiles mortes. Les cheveux d'Anna suspendus dans une dernière seconde. Il reprend sa vraie forme et hurle. « Anna, attends, c'est moi !» Un souffle glacé, une ombre qui s'arrache du vide. Le gardien. Il traverse l'espace en un battement de cœur et le frappe. Lucas vole, heurte le sol. Le monde tremble. Il se relève, chancelle, repart. Le gardien l'écrase encore. Ses coups sont lourds, irréels, déformés par la gravité du noyau. Lucas frappe, tente, rate. Il n'est rien ici. Il n'est pas chez lui. Mais derrière eux, Anna glisse. Elle tombe lentement, au ralenti, dans une brume épaisse. Lucas doute, panique. Et s'il la retient? Si elle meurt ici? Et si le gardien revient épée en main? Frappe. Lucas bloque. Son bras craque sous l'impact et la douleur semble réelle. Il regarde Anna, toujours en train de tomber, toujours hors d'atteinte. Le vide l'attend, patient. Une dernière hésitation, une dernière pensée. Il perd l'équilibre. Le monde s'ouvre sous lui. Lucas se réveille. En sursaut, la respiration coupée. Il écrit tout sur son carnet de rêves. Et dans ses yeux hantés, l'image d'Anna se jetant dans le vide, comme un souvenir irréel. Les couloirs de l'université bruissent de conversations, des rires, des pas, des sacs qui claquent. Et au milieu de tout ça, Lucas avance, les yeux fixés sur une silhouette familière. Anna, à quelques mètres, vivante, réelle, accessible. Il inspire, il tente un sourire, il s'approche. « Salut Anna, je... » Elle se retourne, le regarde, et son visage se ferme immédiatement. Pardon, on se connaît ?» Ces mots claquent comme une gifle. Lucas bégaye, tend la main sans réfléchir. Oui, je veux dire, on sait déjà... » Elle recule encore. Un pas net, définitif. « Désolé, j'ai pas le temps. » Pas d'agacement, pas de colère. Juste l'indifférence glaciale d'un monde qui ne lui doit rien. Elle disparaît dans le flot d'étudiants, sans se retourner. Lucas reste planté là, le cœur vide, le froid remplissant ses veines. Et quand il lève les yeux, il croise le regard du professeur de philosophie. Un regard interrogateur, presque méfiant, comme s'il venait d'assister à la scène entière, et que quelque chose clochait. Comme si Lucas était un inconnu étrange, qui s'était trop approché d'une étudiante. Il baisse les yeux, il comprend. Anna ne se souvient pas, ne peut pas se souvenir. Les rêves se dissolvent au réveil. Et tout ce qu'ils ont vécu est enfermé dans une partie d'elle à laquelle il n'a plus accès. Le gardien l'a rejeté, le noyau l'a expulsé, les portes sont fermées. Lucas marche lentement, chaque pas pèse, chaque respiration brûle. Dans sa tête, une phrase tourne, poisseuse, impossible à ignorer. On ne force pas quelqu'un à aimer. Et qui pourrait accepter l'amour d'un type qui a violé son intimité, même sans le vouloir? Il s'arrête. Le couloir continue sa vie autour de lui. Personne ne le voit se fissurer. Il vient de perdre Anna, dans les rêves et dans la réalité. Et pour la première fois depuis longtemps, une certitude lui déchire la poitrine. Peut-être que cette fois, il faudrait simplement l'oublier. La nuit tombe comme un couvercle de plomb sur la chambre de Lucas. Il n'a presque pas fermé l'œil depuis la scène dans les couloirs. Il tremble encore un peu, de honte, de peur, de manque. Alors il repense au sage, et les ombres se dissolvent autour de lui. La prairie du sage apparaît, le feu crépite doucement. Le vieux maître lève les yeux, et son regard se voile aussitôt. « Lucas, tu portes quelque chose de lourd ce soir. » Lucas s'effondre presque devant lui.
les genoux dans l'herbe. Il raconte tout. La maison grise, la poussière, l'escalier qui semblait avaler la lumière. Anna, immobile comme brisée, la falaise et son seau. Le sage ferme les yeux un long moment, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. La jeune femme souffre, et profondément. Le noyau n'est pas un lieu ordinaire. Il est bâti sur les pensées les plus secrètes, les convictions les plus anciennes. Ce qu'un rêveur cache au monde, ce qu'il cache à lui-même, tout se trouve là. Il se tourne vers Lucas et regarde d'une intensité rare. Si tu touches au noyau, même légèrement, tu peux changer quelqu'un, ses croyances, sa manière d'aimer, sa personnalité entière. C'est un pouvoir immense, Lucas, un pouvoir dangereux. Certains l'ont utilisé pour contrôler des esprits et ont détruit des vies. D'autres y ont laissé la leur. Les contradictions peuvent briser un esprit. Certaines personnes sont devenues folles en voyant leur propre noyau se déformer. Un silence lourd tombe entre eux. Le feu siffle, le vent glisse entre les herbes. Lucas fixe le sol, puis relève lentement la tête. Ses yeux brûlent d'une détermination nouvelle. Je dois savoir. Pourquoi elle a sauté? Qu'est-ce que c'est cette maison? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le sage l'observe longtemps, puis soupire, résigné. Tu veux agir par amour? Lucas serre les poings. Je ne peux pas la laisser seule dans cette douleur, même si elle ne veut pas de moi, même si je dois y aller sans qu'elle le sache. Je dois comprendre, je dois l'aider. Le sage hoche la tête lentement. Alors Lucas, ce que tu t'apprêtes à faire n'est ni un rêve ni une aventure. C'est un chemin dangereux qui ne pardonne aucune erreur. Il pose une main sur son épaule, une dernière mise en garde, douce mais terrifiante. Si tu essayes d'aller au cœur de son noyau, tu ne pourras plus faire marche arrière. Le couloir résonne du brouhaha habituel. Lucas avance, tête basse, encore lesté par les paroles du sage. Juste avant la porte de la classe, une main se pose sur son épaule. C'est le professeur de philosophie. « Lucas, tu vas bien ?» Un léger tremblement lui traverse la poitrine. Il hoche simplement la tête. Le professeur l'observe une seconde de trop, inquiet, puis le laisse entrer. Lucas s'assoit. Son regard glisse vers Anna. La douleur lui serre la gorge. Plus rien n'a d'importance. Le cours commence. Mais les mots du professeur semblent flotter dans l'air, vidés de sens. Le temps se dilate, la pièce devient glaciale, le monde paraît terne. Alors il repense à elle. Pas celle assise 3 rangs devant lui, non. Celle qui riait en traversant un ciel renversé. Celle qui s'émerveillait devant les constellations qu'il avait allumées pour elle. Celle dont les cheveux flottaient comme des flammes douces dans les lumières des étoiles. Cette Anna-là, la sienne, ou celle qu'il croyait connaître. Un pincement au cœur, une brûlure, un manque. Puis... l'alarme incendie hurle dans toute la salle. Les élèves sursautent. Le professeur lève la voix. On se lève et on sort dans le calme. Lucas se lève avec les autres, se tourne vers Anna par réflexe. Elle n'a pas bougé. Elle est accroupie sous sa table, recroquevillée, terrorisée, tremblante. Lucas sent son cœur se figer. Il s'approche doucement. « Anna, tu vas bien ?»« Laisse-moi !» crie-t-elle avant de se lever d'un bond. Elle s'enfuit presque en courant. Et là, au milieu du vacarme de la lumière rouge clignotante des pas affolés, une image frappe Lucas comme une gifle. Anna qui court vers une falaise, la même expression de panique, la même fuite désespérée. Puis une autre image, la maison grise, la bougie, la poussière épaisse, cette poussière qui n'était pas de la poussière, de la cendre. Lucas bloque, son souffle se coupe, la bougie qui l'avait paralysé, la cendre sur le sol, le noir de l'escalier, la peur viscérale du feu, et maintenant l'alarme qui la brise littéralement. Un mot traverse son esprit, un mot qui change tout. Incendie. Un incendie s'est produit, dans sa vie, dans son passé, dans son noyau. Il le voit, il le comprend. Il reste debout, immobile, le cœur battant si fort qu'il n'entend plus l'alarme. Ça y est, il a enfin trouvé. Il n'a pas gagné, mais il a franchi un mur. Il va pouvoir l'aider. Il faut y aller, Lucas. La voix du professeur le tire de sa transe. Elle est juste à côté de lui, inquiet, presque nerveux. Il cligne des yeux, revient à lui et se dirige vers la sortie. Le professeur le regarde partir, avec une expression troublée. Quelque chose dans cette scène lui semble profondément anormal. Mais Lucas ne voit plus rien. Il avance, la tête chargée d'éclairs, le cœur brûlant d'une certitude nouvelle. Il sait ce qu'il doit faire. La nuit tombe, Lucas ferme les yeux, et aussitôt il marche. Un désert sec, craquelé, infini. Le vent soulève des poussières brûlantes. Chaque pas résonne comme une décision. Devant lui, le sage, debout, immobile. Lucas continue d'avancer, droit vers lui, puis le dépasse sans un regard. « Où comptes-tu aller ?» demande doucement le sage. Lucas ne s'arrête pas. Je sais ce qu'il s'est passé. Le sage réapparaît devant lui, un peu plus loin.
Vraiment. Et que comptes-tu faire ? Lucas le dépasse encore sans ralentir. Je ne sais pas, mais je dois comprendre ce qu'elle a vécu. Le sage apparaît à nouveau devant lui, cette fois en lui bloquant réellement la route. Tu ne dois pas altérer le noyau, Lucas. Tu t'en souviens ? Lucas s'arrête net et explose. Laisse-moi. Pourquoi je devrais te croire, hein ? Je ne sais même pas qui tu es. Pour tout ce que j'en sais, t'es peut-être juste un putain de hippie perché au milieu d'un trip cosmique qui me balance ses conneries depuis le début. Le désert se fige, le vent s'arrête. Un silence brutal tombe. Le sage baisse la tête. Son visage se ferme. Pas dans la colère, mais dans une tristesse profonde. Lucas détourne les yeux, puis sans un mot, reprend une marche rapide. Se met à courir, de plus en plus déterminé. Il pense à des flammes, à un brasier gigantesque, à une maison engloutie par le feu. Il pense, il insiste, il force l'image. Dans le monde réel, l'alarme incendie l'a terrorisé. Dans le monde onirique, cette pensée est une clé. Le désert semble s'onduler, des dunes s'enroulent, un chemin noir apparaît au sol, puis le rêve se superpose. Et devant lui, une porte, carbonisée. Lucas pose une main sur la poignée. Le choc est instantané. Le gardien surgit et le projette à plusieurs mètres. Il bondit sur lui, l'âme en avant. Lucas roule sur le côté, esquive. Le gardien reprend la charge. Lucas lève les mains. Attends, je veux l'aider, je t'en prie. Le gardien s'arrête. Il se redresse lentement, sa silhouette massive découpée dans les ombres mouvantes du rêve. Des yeux ardents le transpercent. Lucas haletant reprend. Si je sais ce qu'il s'est passé, je pourrais l'aider. Dans mon monde, pas dans le tien. Tu comprends ? Le gardien lève son épée, enveloppé dans une aura rouge menaçante. Il hurle, un cri primal, un avertissement, un test. Puis lentement, rengaine son épée, s'écarte et le laisse passer. Lucas s'avance, ses doigts se referment sur la poignée brûlée. Il ouvre la porte. Un mur de flammes jaillit, dévorant tout l'espace. Un brasier immense, vivant. Lucas ne sent rien, aucune chaleur, aucune douleur, seulement l'appel. Il inspire et s'engouffre dans le brasier. La porte se referme derrière lui et ne laisse plus rien paraître. Tout est calme et une brise de vent semble murmurer un soupçon d'espoir.